Adrien Bozzi, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes une personnalité assez connue de nos milieux, notamment par vos interventions nombreuses et vos ouvrages. Donc première question, peut-on vous définir comme un homme de droite et qu'est-ce que serait être de droite selon vous? Si par droite vous entendez contre-révolutionnaire, je suis un homme de droite. Si par droite vous entendez Laurent Wauquiez et Valérie Pécresse, je ne le suis pas. Voilà, tout simplement. Donc êtes-vous royaliste? Parce que vous avez déclaré précédemment que vous étiez contre la République française, pas contre la République à partir du moment où elle serait de droit divin. Pouvez-vous préciser votre pensée? C'est pas ma pensée, hein, c'est celle de l'Église catholique. Hein. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'enseigne le magistère sur la question des institutions? Il dit que ce qui compte, c'est que ce n'est pas la forme du régime. Ce qui compte, c'est que le régime soit au service du bien commun et qu'il s'organise pour que les âmes aillent au ciel. Voilà, c'est ça. Je schématise. Alors, en France, quand même, on peut remarquer que la spécificité, c'est que pour ça, il vaut mieux une monarchie. Voilà. Donc, en ce sens, je suis royaliste, mais on peut être royaliste aussi en République. Pourquoi? Parce que qui est le roi de France, messieurs? C'est Jésus-Christ. Voilà. Donc, on peut très bien faire une République catholique avec Jésus-Christ, vrai roi de France, la formule, et de Jeanne d'Arc, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. Pétain voulait faire une République catholique, et j'ai pour habitude de dire que je préfère la République que voulait faire Pétain à la monarchie révolutionnaire, dans son essence, qui était celle de Louis-Philippe. Voilà. Donc, royaliste dans l'idéal, oui, pour un régime qui instaure ce qu'on appelle le règne du Christ roi. Je renvoie à Quas Primas. Mais c'est faisable en République, et ce qu'on appelle donc ce règne du Christ roi a été consacré juridiquement dans le passé, mais ça a été un long processus. Ça a commencé très timidement à Constantin, et puis ça a été longuement mis en place. Bon. Donc peut-être qu'aujourd'hui on pourrait faire la même chose, et la première étape de ce règne du Christ roi pourrait être l'inscription dans la Constitution des racines catholiques de la France. Et sur cette base-là, on pourrait complètement subvertir l'ordre juridique qui est aujourd'hui révolutionnaire. Voilà. Donc ça peut être un combat politique très concret à mener demain. D'accord. Donc, vous êtes sédévacantiste, comment en êtes-vous arrivé à ce choix? Ce que vous appelez sédévacantisme, c'est ce qu'autrefois on appelait le catholicisme, figurez-vous. Et que nous appelons, nous, toujours, les catholiques, dinanunacum, catholicisme. Je n'ajoute rien à la foi, je ne retire rien à la foi. Ce sont les lefévristes et les conciliaires qui rajoutent leurs hérésies. Nous n'ajoutons rien. Le sédévacantisme, ça n'existe pas, c'est un constat. On constate que l'individu qui veut se faire passer pour Saint-Pierre est un clown. Bon, c'est un constat. Voilà. Il pose avec un nez rouge. C'est un clown. Bon. Si on ajoute à cela toutes les hérésies grotesques, j'ai inventé un mot, hein, les bergoleries. Bon, voilà. Donc si on ajoute toutes les bergoleries de l'intéressé, on s'aperçoit qu'on a rigolo. Alors comment j'en arrive là? C'est fort simple. Alors humainement parlant, j'ai eu la chance aussi de faire les bonnes rencontres, parce que ça compte dans une vie de faire les bonnes rencontres. Hein. De faire le tri entre les individus, entre les gens. Mais d'un point de vue doctrinal, le constat il est implacable. Lorsqu'un pape enseigne en matière de foi et de mœurs, il ne peut pas professer d'hérésie. Depuis Vatican II, on constate que dans l'enseignement en matière de foi et de mœurs, il y a des hérésies. Donc le constat est simple, c'est que, la conclusion est simple, pardon, c'est que la société religieuse qui en matière de foi et de mœurs enseigne le faux ne peut pas être l'Église catholique. Donc les autorités conciliaires sont une secte, et tôt ou tard ils seront éradiqués. Et je note que le sédévacantisme progresse au sein de la secte conciliaire. Alors, j'ai des témoignages, moi, de gens qui connaissent des pseudo-curés conciliaires qui sont nonunacum Bergoglio. Mais de toute façon, qu'est-ce que ça vaut être nonunacum quand on fait la messe Paul VI, quand on adhère à Vatican II? Pas grand-chose. Hein. Bon. Mais au-delà de ça, si vous lisez les dernières déclarations de l'abbé Vigano, il est clairement sédévacantiste. Il appelle Bergoglio, il appelle Jean XXIII Roncalli, il dit qu'il faut revenir sur Vatican II. Alors il n'a pas tout capté encore, puisque dans sa tête, il y a une espèce de confusion encore entre la secte conciliaire et l'Église catholique. Dans certains textes, il fait le distinguo, dans d'autres, il ne le fait pas. Mais on voit que ça progresse, on voit qu'il a des grâces en ce moment. Récemment, Athanasius Schneider, qui croit être évêque, a fait un texte pour dire que les catholiques et les musulmans n'adoraient pas le même Dieu.
Or, dans Lumen Gentium, il y a cette hérésie selon laquelle catholiques et musulmans adorent le même Dieu. Donc Schneider, qui est officiellement évêque chez les conciliaires, conteste une des, entre guillemets, avancées de Vatican II. Donc on voit bien que ça progresse quand même. Pendant que le sédévacantisme progresse au sein de la secte conciliaire, en revanche, les lefébristes se ramollissent de plus en plus. C'est une catastrophe, mais on ne va pas trop tirer sur l'ambulance. J'ai déjà trop fait. Pour vous, ceux qui sont catholiques conciliaires ne sont pas tout à fait catholiques. Ils ne sont pas catholiques du tout. Vous savez, c'est pas de moi ça. Moi, je n'ai aucune opinion personnelle en matière de théologie. Je suis un perroquet, je répète ce que dit le magistère. Voilà. Quand on est hérétique, on est en dehors du corps mystique du Christ. Voilà. Et qu'est-ce que c'est un hérétique? C'est quelqu'un qui rejette n'importe quel point du dogme. Allez, puisqu'on y est là, on va faire une petite citation, si vous me laissez 5 petites secondes. Alors, hérésie, qu'est-ce qu'on va trouver au mot hérésie? Catéchisme de la doctrine chrétienne de Saint Pédis, les hérétiques sont les baptisés qui s'obstinent à ne pas croire à quelque vérité révélée de Dieu et enseignée par l'Église. Tels sont les protestants. Mais il n'y a pas que les protestants, hein. Ce qu'on appelle les orthodoxes, en vérité les schismatiques orientaux, sont aussi hérétiques. Donc ensuite, Léon XIII, Sapientiae Christianae, refusait de croire à une seule d'entre elles, donc une seule des vérités, hein, équivaut en soi à les rejeter toutes. Léon XIII, toujours Satis Cognitum, les ariens, les monatistes, les novatiens, les quartodécimans, je ne les connaissais pas eux, les autrichiens, n'avaient assurément pas abandonné la doctrine catholique tout entière, mais seulement telle ou telle partie. Et pourtant, qui ne sait qu'ils ont été déclarés hérétiques et rejetés du sein de l'Église. Rien ne saurait être plus dangereux que ces hérétiques qui, conservant en tout le reste l'intégrité de la doctrine, par un seul mot comme une goutte de venin, corrompent la pureté de la simplicité de la foi que nous avons reçue de la tradition dominicale puis apostolique. Un seul mot peut faire de vous un hérétique. Or, les conciliaires adhèrent à des dizaines d'hérésies, et les lefébristes adhèrent à des principes schismatiques et gallicans. Dans leur fort externe, ils sont en dehors de l'Église. Alors après, il y a ce qu'on appelle les membres invisibles de l'Église. Voilà. C'est-à-dire des gens qui n'ont pas connu l'Église véritable et qui, par leur charité, de facto, ont une foi implicite. Mais ça, il n'y a que le bon Dieu qui peut se prononcer là-dessus. Moi, je ne me prononce pas sur le fort interne et sur les membres invisibles de l'Église. Je n'en sais rien. Il n'y a que le bon Dieu qui peut se prononcer là-dessus. En fort interne, l'Église donne des conditions. Pour être membre de l'Église catholique, il y a 3 conditions. Qu'est-ce que c'est que l'Église? C'est le corps mystique du Christ. Et qu'est-ce que c'est le corps mystique du Christ? Le catéchisme Saint Pédis nous le dit. Alors là, je n'étais pas venu pour parler de ça forcément, mais puisqu'on y est, on va y rester 5 secondes et demie. Donc, l'Église, la définition du catéchisme Saint Pédis, où est-elle? La voici. L'Église est la société des vrais chrétiens, c'est-à-dire des baptisés qui, 1, professent la foi et la doctrine de Jésus-Christ, 2, participent à ses sacrements, 3, obéissent au pasteur établi par lui. Les conciliaires et les lefébristes n'ont pas la foi puisqu'ils adhèrent à des hérésies comme on vient de le voir. Leurs sacrements, dans la majorité des cas, ne sont pas valides. Et ils n'obéissent pas aux pasteurs légitimes ils obéissent à des pasteurs qui ont un genou devant Baal. Voilà. Et puis, je ne parle pas de tous ceux qui ne sont pas validement ordonnés, etc. Donc, ça, c'est encore une autre question. D'accord. Donc, vous êtes un des plus ardents défenseurs du maréchal Pétain, puisque vous avez fait une vidéo Je n'ai pas fait qu'une seule, cher ami. Non, mais je l'entends bien. Grâce à notre ami Patrick, voilà, dont on salue la mémoire, j'ai fait peut-être pas loin de 10 heures sur Pétain chez lui. C'est ça. Et puis j'avais fait par ailleurs d'autres vidéos encore sur le maréchal. Donc, vous êtes un des plus ardents défenseurs du maréchal Pétain, mais dans la situation où nous nous trouvons... Disons un des plus visibles, médiatiquement. Bon. N'est-ce pas à la fois un combat perdu d'avance et plus largement un combat inutile et coûteux? Je sais pas ce que c'est un combat perdu d'avance, moi. Un combat pour la vérité, par définition, n'est pas perdu d'avance. Donc, je sais pas, voilà, vous employez un vocabulaire que je ne connais pas. Donc, voilà. Et puis, de toute façon, la condamnation du maréchal Pétain, ça a été fait par la Révolution pour diaboliser la contre-révolution. Et si vous ne convertissez pas les Français à la contre-révolution, vous resterez toujours dans un pays gauchisé, de toute façon. Donc, vous êtes obligé de passer par cette étape-là. Donc, ce qui peut paraître ringard à des gens qui y verraient une sorte d'intellectualité déconnectée de la réalité, eh bien en fait c'est quelque chose d'absolument indispensable au quotidien. Parce que concrètement, si vous voulez lutter contre le gauchisme, il faut le catholicisme et la contre-révolution. Voilà, c'est comme ça.
Donc, vous êtes avocat au barreau de Paris. Était-ce un rêve d'enfant ou une vocation de tribun politique? Ni l'un ni l'autre. Moi, j'ai fait ce métier pour pas être chômeur. Voilà. Donc, j'avais peur d'être au chômage. J'ai toujours été très angoissé par le chômage, comme beaucoup de jeunes, je pense, de ma génération. Je ne savais pas vraiment quoi faire. J'ai eu l'opportunité de passer l'examen. Miracle. Miracle. Déjouant tous les pronostics, je l'ai eu. C'était un miracle, sans fausse modestie. D'ailleurs, il y a une épreuve peut-être pendant laquelle j'ai bénéficié d'un micro-miracle. Je raconterai ça un jour peut-être. Voilà. Donc non, franchement, hein, c'est vraiment les circonstances qui m'ont emmené là. Moi, je me suis jamais senti bon élève ou bon étudiant, donc j'aurais jamais pensé devenir avocat. La Providence a bien fait les choses parce que concrètement, grâce à ça, j'ai mon indépendance. J'ai mon indépendance financière et j'articule mes journées comme je le veux. C'est ce qui me permet de vous recevoir aujourd'hui, par exemple. Voilà, c'est la Providence peut-être qu'il a voulu pour que j'ai les mains libres. Voilà. Il y a quelques mois, un grand homme de la nouvelle opinion politique est mort. Un ami à vous, Patrick Docte, alias Tepa. Qu'a-t-il représenté pour le code de la France? Ah bah Patrick, ça a été pour moi c'est l'une des plus grandes voix de l'opinion publique. Il a fait des dizaines de millions de vues. Il a ramené des gens. Il n'était pas pour en parler contre-révolutionnaires, mais il y tendait. Et il a ramené les gens vers ce camp-là. D'ailleurs, on a vu son évolution au fil des années à Patrick, notre ami Patrick. Donc Patrick, c'était un médiateur en quelque sorte. Grâce à lui, j'ai pu réhabiliter Pétain à une échelle et auprès d'un public inédit. J'ai pu faire pareil sur l'affaire Dreyfus. Mon grand regret, c'est de ne pas avoir pu défendre le magistère de l'Église dans son émission. Je pense que ça aurait été une émission absolument mythique. Voilà, Patrick, c'était vraiment, c'était un champion de la nouvelle opinion publique. Hein. Par son talent, par sa bonhomie, il avait énormément de bonhomie, ce qui faisait qu'il pouvait ramener des gens très très divers chez lui, de Abozy à Francis Lalanne. Il a su ramener des gens ou plutôt, je dirais, les réorienter dans la bonne direction. Voilà. Donc c'était, au bon sens du terme, c'était un rabatteur. C'est-à-dire qu'il allait chercher les gens de ce que j'appelle le marais, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas affiliés à la sociologie gauchiste et à la bourgeoisie gauchiste, et des gens qui ne sont pas affiliés à la sociologie ou conciliaire ou catholique, voyez. Il allait chercher ces gens-là, et il les réorientait dans le bon sens, qui est celui de la contre-révolution et de la foi. Voilà. Alors que lui-même n'avait pas forcément ce logiciel. Mais c'était un instrument sans doute de la Providence qui a servi à ça. Voilà. Et je pense souvent à lui. Il a été un acteur très important de la réinformation. Et là, on le voit pour Black Lives Matter, Black Law Matters, comme moi je les appelle. Je pense qu'il aurait fait mal. Je pense qu'il aurait cogné fort. Et comme il était lui-même métis, ça aurait eu d'autant plus de poids, n'est-ce pas? Donc Patrick nous manque beaucoup humainement, il manque beaucoup à la cause, il manque énormément à la cause. C'était aussi quelqu'un qui était une personne qui n'était pas parfaite, si vous voulez, mais qui était saine d'intention, voyez. Et comme on est dans un milieu, enfin moi je ne me considère pas comme appartenant à ce milieu, parce qu'il n'y a que des tarés quasiment à 95%, c'est quelqu'un qui au moins réorientait les choses dans la bonne direction et qui n'avait pas de malveillance. Vous voyez? Voilà. Donc, moi, Patrick me manque beaucoup en tant qu'ami, et il manque énormément à la cause française. Et je vous le dis, mon prochain Dreyfus, je le dédie à Patrick parce que j'estime que l'émission qu'on a faite sur l'affaire, elle aussi est historique. J'ose employer le mot, permettez-moi, parce que jamais à cette échelle, on n'avait pu plaider la vérité aux Français. Enfin, jamais depuis un siècle, on n'avait pu plaider la vérité comme ça aux Français. Donc merci mon cher Patrick. Je salue sa mémoire et je prie pour lui régulièrement. Donc vous avez écrit entre 2017 et aujourd'hui l'affaire Dreyfus entre farce et grosse ficelle. Ouais. La France divisée contre elle-même, l'infaillibilité pontificale, l'insurrection des Gilets jaunes, parole de pape, que voici. Et il y en a d'autres qui arrivent, cher ami. J'espère bien. Oui. D'où tenez-vous cette énergie et quels seront vos futurs projets d'écriture? Réponse, les grâces. Les grâces. Sans les grâces, de toute façon, on est une M, 3 petits points. Voilà.
C'est clair. On est une M, 3 petits points, on est des pêcheurs minables sans les grâces, donc c'est par les grâces, d'un point de vue surnaturel. Donc si vous voulez un maximum de grâce, déjà ayez la foi catholique, allez à la messe au bon endroit, chapelet quotidien, prière du soir, prière du midi. Voilà, c'est le petit conseil que je donne, avec une petite litanie de temps en temps, une petite litanie de Saint-Joseph, de Jésus-Christ, à vous de voir. Il y en a d'autres. Ensuite, il y a le fait que je sois professionnellement à mon compte. Voilà, donc si vous mettez ça bout à bout, je travaille rapidement aussi, j'ai cette chance, que ce soit pour mon boulot ou pour mes bouquins. Ça, c'est les grâces aussi. Hein. Voilà, mais le talent, ça n'existe pas. C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que le talent, ça n'existe pas. Il y a les grâces et le travail. Grâce, travail. Et si vous additionnez les deux, vous devenez un tueur à gages. C'est aussi simple que ça. Il vous manque l'un des deux. Je dis pas que ça sera inutile, que ça fera rien et compagnie, mais voilà, vous ne serez pas en mode turbo, quoi. Lequel de vos livres conseillez-vous en priorité? Ça dépend des gens et des profils, si vous voulez. Si quelqu'un se pose des questions sur mon positionnement théologique, bien entendu, je vais le renvoyer sur l'infaillibilité pontificale, qui n'est peut-être pas mon livre le plus sexy, le plus accrocheur, le plus catchy, comme on dit en anglois, mais qui est le plus important parce que c'est un ouvrage de défense de la vérité. Encore une fois, ça dépend des profils. La France divisée contre elle-même est un ouvrage qui n'est pas parfait, mais je pense qu'il a une qualité, c'est qu'il dépoussière le concept de contre-révolution et il resitue le combat dans le cadre révolution contre révolution, avec des nouveaux acteurs, comme cette fameuse nouvelle opinion publique, vous voyez. Les Gilets jaunes, en quelque sorte, c'est la suite de la France divisée contre elle-même. Parce que l'une des problématiques que je soulève dans les Gilets jaunes, c'est qu'est devenue cette nouvelle opinion publique et quelle a été son influence. Et elle a en partie influencé le mouvement. Je ne dis pas que les Gilets jaunes sont uniquement nés de ça. Je dis que c'est l'un des éléments qui a permis l'émergence du mouvement. Voilà. Donc encore une fois, ça dépend de tous les profils. Parole de pape, et vous évoquez aussi la rapidité d'écriture, c'est pas moi qui ai écrit Parole de pape, ce sont les papes qui l'ont écrit. Moi j'ai sélectionné les passages, je les ai articulés, je les ai annotés, je les ai stabilotés pour mettre en exergue ce qu'il faut retenir en premier lieu. Mais bon, voilà, si les gens veulent découvrir la foi catholique, il faut lire Parole de pape. Parce que Parole de pape a été fait pour que les gens découvrent le magistère. Voilà, moi, avant de devenir catholique, j'ai fréquenté socialement des gens qui disaient l'être, ils m'ont jamais parlé du magistère, j'ai jamais entendu prononcer le mot magistère, ou alors je l'ai entendu une fois et c'est passé complètement à travers. Normalement, mais le magistère, c'est d'être au cœur de nos vies. C'est une lecture sanctifiante, et moi, ma frustration, c'est que si peu de gens la connaissent. Et cet ouvrage ne va pas me sortir de ma frustration, parce qu'a priori, je ne vais pas en vendre des dizaines de milliers. Mais voilà, allez lire le magistère de l'Église, c'est la morale de l'histoire. Et pour répondre à votre question, tout dépend des profils. Voilà. Chacun a son parcours, sa sensibilité, sa susceptibilité, ses goûts. Vous voyez, il y a des gens qui ne m'apprécient que pour le Dreyfus. Donc c'est vraiment... je ne peux pas tellement vous répondre. Donc après avoir traité de l'affaire Dreyfus, peut-être un de vos meilleurs livres, envisagez-vous de revenir un jour sur l'affaire Calas? Alors, l'affaire Dreyfus n'est pas mon livre le plus important, mais du point de vue de la lecture pure et simple, c'est celui à titre personnel que j'aime le plus relire. Voilà. Et pour cause, il est drôle aussi, hein, puisque il y a des belles farces, hein, n'est-ce pas, dans la version officielle du bouquin. C'est peu de le dire, on en reparlera avec mon deuxième Dreyfus sans doute. L'affaire Calas, pourquoi pas. Après, il faut le temps de creuser le dossier. Et l'affaire Dreyfus, j'ai bénéficié du fait de pouvoir consulter les enquêtes et débats judiciaires. L'affaire Calas, à mon avis, c'est plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué d'avoir accès au dossier. Mais si un jour j'ai accès au dossier, genre par exemple, qui serait mis sur Gallica, je le lirai. Et si je trouve qu'il y a des trucs qui collent pas avec la version officielle, ouais, pourquoi pas. C'est pas ma priorité, mais dans quelques années, quand j'aurai plus de temps devant moi, je n'exclus pas. L'un des dossiers que je vais réactiver, là, c'est le dossier Gambetta. Je vais pas faire ça tout de suite. Mais j'aime bien dégonfler les baudruches républicaines, hein, donc j'ai fait De Gaulle, j'ai fait Clémenceau. Et là, l'un des prochains sur la liste, c'est Gambetta, puis il va y avoir Jaurès aussi dans mon prochain livre, qui va prendre cher, comme on disait dans le sport que j'ai pratiqué. Donc vous avez théorisé la notion de nouvelle opinion publique, notamment dans votre livre La France divisée contre elle-même. Pour autant, même si les Gilets jaunes ont semblé influencer
ont été influencés par cette nouvelle opinion publique, sa portée semble encore limitée. Oui. Aura-t-elle le temps de se développer suffisamment pour sauver la France? Alors, sa portée est limitée, oui et non. C'est-à-dire que quand même, ce qui est quand même intéressant, c'est que malgré le fait que la nouvelle opinion publique soit tirée vers le bas par la dissidence, ses idées sont de plus en plus répandues. Et concrètement, elle fait des conversions maintenant depuis quelques années. Et ça, c'est un point extrêmement important. Par ailleurs, il est très difficile de déterminer le poids véritable de la nouvelle opinion publique parce que on ne sait pas vraiment combien il y a de personnes derrière une vue YouTube. Et on ne sait pas dans quelle proportion, si vous prenez 10 émissions d'Adrien Abosi qui font 10 000 vues par exemple, on ne sait pas si c'est 10 000 personnes qui à chaque fois regardent la même émission ou si en réalité il y en a 50 000. Voilà. Et donc c'est. Maintenant, c'est pas pour parler de mon nombril que je dis ça. Ce que je constate, c'est qu'on me reconnaît dans la rue quasiment toutes les semaines. Voilà. C'est un signe. Et je ne suis pas du tout la personne la plus connue de l'opinion publique. Pas du tout. On parlait de Patrick. Patrick, c'était une superstar. C'était une superstar, Patrick. Il faut bien le comprendre, ça. Donc, bref. La nouvelle opinion publique est de plus en plus influente. Et, cher ami, là, depuis un an et demi, on assiste à un phénomène très important, à savoir que la nouvelle opinion publique influence directement les grands médias. Et je vous parle même pas du fait qu'on a mis Black M à l'amende, Médine à l'amende, avec l'emploi. Je vous parle même pas de ça. Je dis que les thèmes brassés par la nouvelle opinion publique sont repris par certains grands médias. J'en cite souvent deux ennemis. Le premier média, c'est Valeurs Actuelles. Vous prenez les articles qu'ils ont fait sur Soros, vous prenez le fait qu'ils clashent le gauchisme culturel frontalement, et ça c'est très important, parce que ça doit être, politiquement parlant, le combat numéro 1, d'un point de vue de la politique politicienne. Ils ont fait intervenir des membres des identitaires pour parler de la remigration. Intéressant quand même, vous voyez. Ils ont donné la parole au Raptor et à Papacito. Alors je sais que certains ont des réserves sur les intéressés, libre à eux. Moi je ne dis pas qu'ils sont Saint Thomas d'Aquin, je dis qu'ils ont ramené des gens à la cause. Et il faut être intellectuellement malhonnête pour ne pas le reconnaître. Et ils vont continuer à le faire par ailleurs. On a ce phénomène-là, mais il y a Sud Radio. Attendez, Sud Radio, regardez les émissions qu'ils ont faites pendant le confinement. Sur la chloroquine, sur Raoult, etc. Ils allaient dans le bon sens, quand même. Ils allaient dans le sens contraire des médias. Et je parle, concernant Sud Radio, je parle donc de ce qui s'est passé pendant le confinement, mais on pourrait parler aussi des Gilets jaunes. Ils ont soutenu les Gilets jaunes. C'est le seul média de masse en France qui a officiellement soutenu les Gilets jaunes. Vous voyez? Donc ça, c'est un fait. On pourrait même évoquer un petit peu CNews, parce que je regrette, je sais que les gens aiment voir en Zemmour un agent d'Israël. Moi, personnellement, quand je l'entends parler, je suis d'accord à 90% de ce qu'il dit dans les grands médias. On a des différences majeures avec Zemmour. Il n'est pas catholique, il n'est pas contre-révolutionnaire proprement parler, mais sur un sujet d'actualité, quand il prend position, moi, je suis désolé, d'un fois je suis d'accord avec lui. Voilà. Et pour anticiper les trolls débiles qui vont commenter, ça ne veut pas dire que je vais aller m'inscrire dans une salle demain matin. Okay, et d'ailleurs, je précise que Zemmour, étant lui-même juif et se reconnaissant comme tel, par définition, il n'est pas un marane. Par définition. Bon. Moi, quand je vois Zemmour qui dit à Odon Vallet que la décadence du catholicisme commence avec Vatican II, j'ai pas envie d'être contre lui. Quand je vois Zemmour défendre Pétain face à BHL, j'ai pas envie d'être contre lui. Quand je vois Zemmour face à Finkielkraut nuancer le récit officiel sur l'affaire Dreyfus, j'ai pas envie d'être contre lui. Voilà. Pendant le confinement, il a fait un gros boulot. Objectivement, il a défoncé la propagande gouvernementale. Donc ça fait pas de Zemmour un être parfait. Ça fait pas forcément de Zemmour le sauveur de la France, c'est pas ce que je dis. Le sauveur de la France, d'ailleurs, ça sera le bon Dieu, je pense. Mais, de fait, il va dans notre sens. Et je ne le connais pas à titre personnel, Zemmour. Mon petit doigt me dit qu'il s'alimente énormément des différents acteurs de la nouvelle opinion publique, voire même de la dissidence. Voilà. C'est une intuition que j'ai, c'est peut-être faux. Bon, voilà. Et ce qui est intéressant en plus sur CNews, c'est qu'ils ont fait récemment, là, ils ont commencé une nouvelle émission, je crois que c'est le dimanche matin ou le samedi matin, qui s'appelle, je crois, Enquête d'esprit, dans lequel l'actualité est abordée avec le prisme religieux. Alors c'est des conciliaires, donc c'est pas...
Voilà. Mais dans le contexte anticlérical dans lequel nous sommes, assumer le fait religieux, c'est déjà un pas, je dirais, vers le bon sens. Donc cette nouvelle opinion publique voit son influence grandir de plus en plus, puisque maintenant, on passe par les grands médias. C'est-à-dire qu'autrefois, autrefois c'était pas il y a 150 ans, hein, mais jusqu'à présent, c'était principalement par YouTube que se faisait l'influence de la nouvelle opinion publique. C'est plus seulement le cas aujourd'hui. J'ai évoqué à l'heure actuelle, si vous prenez Geoffroy Lejeune et que vous prenez ses interventions sur LCI, que je vois de temps en temps sur F de Souche, je regrette, Geoffroy Lejeune, ses interventions vont dans le bon sens. Alors peut-être qu'il est sans doute pas Nanouna Koum. Effectivement, je ne le vois pas à la messe le dimanche matin. Et sans doute ne se considère-t-il pas comme contre-révolutionnaire. Je ne dis pas le contraire. Je dis juste que ces interventions, elles vont dans le bon sens. Elles orientent les gens dans la bonne direction. Voilà. Donc nous influençons aujourd'hui les médias de masse. C'est un fait. Parce que notamment, dans les médias de masse, il y a des jeunes générations qui parfois viennent directement de la nouvelle opinion publique. Prenez Charlotte Dornelas. Elle vient de Boulevard Voltaire. Et Dornelas, encore une fois, elle est conciliaire. Voilà. Ses positions vont dans le bon sens. Voilà. Moi, je me rappelle comment elle avait mouché le poète Nick Conrad, n'est-ce pas? Voilà, tout ça, ça va dans le bon sens. Donc, je radote. Autrefois, la nouvelle opinion publique influencée principalement à travers YouTube, c'est toujours le cas. Mais aujourd'hui, elle influence de plus en plus à travers les grands médias. Et autre exemple, hein, Olivier Péchantini, par exemple, a fait un article pour Valeurs Actuelles, très concrètement, vous voyez. Et je n'ai pas lu leur hors-série Pétain de Gaulle à Valeurs Actuelles, mais il paraît qu'il n'est pas trop malhonnête. Voilà. Donc bon. Oui, vous comprenez ce que je veux dire. On a un peu passé comment dire, de la stratégie de l'édredon à une forme quasiment de masse critique. Bah, si vous voulez, la dissidence ramollit les cerveaux. Et à certains égards, elle véhicule des dogmes complètement dingos et oublie que les gens du système sont des êtres humains. Et ces êtres humains peuvent être influencés de la même manière que nous par des arguments d'ordre intellectuel ou affectif ou tout ce que vous voulez. Et très concrètement, on n'est pas parfait, tout ce que nous faisons a beaucoup de défauts, tout ce que nous faisons est critiquable, mais nous défendons quand même une forme de bon sens. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, pour être pour l'afro-islamisation de la France, il faut être assez cintré quand même. Hein. Bon. Eh bien, ce bon sens a des répercussions. Et puis aussi, il faudrait avoir une réflexion profonde sur votre première question, sur ce qu'est la droite. Parce que la droite, c'est, d'un point de vue institutionnel, ce qu'on appelle la droite à tort, selon moi. Hein. C'est une des branches de la Révolution, mais paradoxalement, c'est un vivier de contre-révolutionnaires potentiels. De contre-révolutionnaires qui sont trompés par Sarkozy, par Benoît XVI, par la fraternité Saint-Pédis, etc., mais qui, parfois, pour des raisons d'ordre familial et sociologique, ont la bonne graine de planter. Voilà. Et cette graine, parfois, peut, au final, faire des gens qui sont dans les clous. Et je dis ça parce que j'ai des exemples sociologiques, hein, des gens qui viennent vers moi en me racontant leur parcours. Hein. Voilà, c'est pas quelque chose que je sors de mon chapeau. Sachant qu'historiquement, la droite, c'est beaucoup, en fait, ça a été pendant un long moment, en fait, on va dire, les reliquats comment dire, des défenseurs de la monarchie. Oui, hélas, c'est plus le cas. De toute façon, quand la révolution naît politiquement, c'est-à-dire quand le clivage gauche-droite naît en septembre 89, c'est révolution contre révolution, le schéma. Voyez. Et concrètement, la cassure dans la société française principale, c'est celle-ci. Même si la branche contre-révolutionnaire de la société française, aujourd'hui, est mineure, encore que inconsciemment, elle est beaucoup plus grande qu'on le croit, si j'en juge au succès du Puy du Fou, par exemple. Voilà. Si j'en juge au succès qu'ont nos divers châteaux, enfin tout notre patrimoine qui rattache à ça et qui renvoie à ça. Les Français, me semble-t-il, n'ont pas été contents quand Notre-Dame a brûlé. Me semble-t-il. D'ailleurs, c'est bizarre, Notre-Dame, j'attends les résultats de l'enquête, hein, plus d'un an après, de l'accident, n'est-ce pas? On peut attendre longtemps. Voilà. Donc, quand on exprime les choses de façon trop formelle et trop précise, peut-être que les Français se disent « Oh là 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 là,
je ne vais pas me cramer en passant pour un taré, en adhérant au règne du Christ roi et à la contre-révolution, peut-être qu'au fond d'eux, il y a une minorité beaucoup plus grande que l'on croit, que l'on valide. Prenez les résultats électoraux de De Villiers à l'époque, hein, il avait quand même fait pas loin de 5% en présidentiel, c'est quand même intéressant. Aujourd'hui d'ailleurs il est beaucoup plus populaire qu'autrefois De Villiers, hein. Et pour cause, il a commencé à balancer sur le système. Peut-être que lui aussi s'inspire de la nouvelle opinion publique. Allez savoir. J'en sais rien, je ne le connais pas. Mais c'est à creuser, parce qu'au bout d'un moment, quand on reprend nos thèmes, qui brassent ces thèmes à part nous? Qui brasse la remigration à part nous, aujourd'hui? Pas grand monde. Qui parle du magistère à part la nouvelle opinion publique aujourd'hui? Pas grand monde, vous voyez. En tout cas, dans les sphères médiatiques, personne. Donc, quand on voit des gens reprendre nos thèmes, je pense qu'on peut logiquement conclure que c'est parce que on a cette bonne influence. Voilà. Ce qui ne veut pas dire que ce qu'on fait est parfait et que ce que l'on fait est incritiquable. Donc, vous parliez de remigration et de ce thème vraiment central. Ah oui, de plus en plus là. Dans surtout vu les derniers événements. Voilà. Donc, comment souhaiteriez-vous que soit réglé en fait le problème de l'immigration, qu'il soit géré? Comment, si vous étiez... La remigration de toute façon ne peut se faire que si les Français se reconvertissent au moins à la contre-révolution. Tant que vous aurez des masses gigantesques de Français gauchisés, et tant que vous aurez ce que j'appelle dans mon prochain livre le gauchisme institutionnel, il n'y aura pas de remigration. Il faut donc un bouleversement d'ordre anthropologique, spirituel et juridique. Et il faut travailler à ça. Et de vous à moi, les jeunes générations sont en grande partie prêtes à ça. Et je le sais parce que je le vois. Bon. Donc quand vous aurez toutes ces conditions de réunies, à ce moment-là, la remigration se fera comme ça. Parce que je précise quand même que nos chers bobos, qui traitent les gens comme moi de fachos, pratiquent une politique eux-mêmes de ségrégation raciale. Lorsque ils retirent leurs enfants du public pour les mettre dans du privé, entre guillemets catholique parfois même, ils font une politique de ségrégation raciale. La gauche pratique la ségrégation raciale. Et je le répète, il faut que ça rentre. Voilà. Donc ces gens-là, en raison sans doute du conformisme ambiant, n'osent pas faire leur commun-goutte remigratoire, identitaire, patriote, voire catholique. Mais le jour où un système politique leur donnera le feu vert, je pense qu'ils vont basculer très 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 rapidement. Et d'ailleurs, vous savez, avec le recul, rappelez-vous de cette manif suite aux attentats de Charlie, à certains égards, c'était une manif identitaire pour les gens de gauche. À certains égards. C'était « on ne veut pas de cette islamisation-là ». Voyez, ils n'osaient pas le dire avec les termes que j'emploie moi. Mais au fond, on a compris, quoi. Voilà, on a compris. Et remarquez, Charlie Hebdo, même Charlie Hebdo, c'est droitisé. Ça ne veut pas dire qu'il faut lire chez Charlie Hebdo, hein. C'est du papier toilette pour moi, qui coûte un peu plus cher, quoi. Mais moi, on me rapporte les éditos de Charlie Hebdo, c'est fini, hein, la bobocratie. En tout cas, la bobocratie pure sucre, quoi. Hein. Les mecs, ils ont droitisé leur discours. Hein. Ils parlent des groupes minoritaires qui les ennuient, etc. Ça a changé quand même. Hein. Pouvez-vous nous conseiller un livre ou un film? Alors, un film, Les Visiteurs. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est drôle. Et en fait, ça me rappelle mon enfance. Voilà. Sinon, moi, l'un de mes films préférés, c'est Dersu Uzala. C'est un film qui a été primé au Festival de Cannes dans les années 70. C'est un film russo-japonais, je crois. Et c'est l'histoire d'un topographe russe à la fin du 19e siècle qui doit aller faire donc des études diverses et variées dans la taïga. Et il rencontre un chasseur mongol qui va le guider et lui éviter, enfin, qui va lui permettre de déjouer les pièges, je dirais, de l'environnement, que ce soit avec les animaux, le climat, etc. Bon. Voilà, c'est un très très beau film. C'est un film d'amitié, de vraie amitié. Sinon, moi, j'ai pas la prétention d'être un grand cinéphile, hein, donc franchement, ouais, Les Visiteurs, c'est pas mal. Sinon, je sais pas si vous connaissez Les Bronzés font du ski. Non, ça c'est une blague par contre, hein, je précise. Mais ouais, non, je suis pas un très grand cinéphile, moi, donc là, j'ai pas beaucoup de films qui viennent en tête. Il y a The Mission, que j'aime bien, qui est pas parfait encore une fois, mais voilà, qui a ses mérites. Sinon, moi, quand j'étais plus jeune, j'aimais bien l'Heroic Fantasy, vous voyez, mais bon, franchement, je peux pas
faire de conseils de ça, parce que je pense pas que ce soit vraiment essentiel dans la vie, hein, je vous le dis. Après, pour les livres, il y en a des milliards. Hein, vous savez, faut lire beaucoup de bons bouquins d'histoire. Comment s'appelle-t-il, Franck Bretano, Marie-Mélène Martin, Bainville, c'est pas parfait, mais ça peut donner des bonnes bases d'ordre factuel. Moi, j'ai beaucoup lu quand j'étais jeune Le Petit Moore, qui était un dictionnaire historique très bien fait. Voilà, donc il faut lire beaucoup de livres d'histoire, beaucoup de livres d'acteurs historiques. Il faut lire de la théologie, il faut lire le magistère de l'Église, un maximum. Pas besoin de lire ce bouquin pour ça d'ailleurs, il y a beaucoup de textes en libre diffusion sur Internet. Lire les grands théologiens français, Monseigneur Gaume, l'abbé Aubry, Isabelle Eman. Il faut s'intéresser à des choses diverses et variées, après on n'a pas forcément le temps. Il faut avoir des notions d'économie aussi. C'est assez rasoir l'économie, hein, mais bon, c'est quand même important d'avoir des bonnes notions pour comprendre comment on se fait, entre guillemets, enfumer ou pas. Là, il y en a vraiment des milliards de livres. Il faudra faire une émission consacrée intégralement à cela. Il faut lire de la littérature, de la grande littérature, de la littérature moins prestigieuse aussi, comme Gaston Leroux, comme les Maurice Leblanc, Arsène Lupin. Moi, je suis devenu français, entre guillemets, grâce à ça. C'était la première étape. Hein. Donc voilà, je pense que les bouquins d'Adrien Baudy ne sont pas trop nuls non plus. J'espère en tout cas, ce serait dommage sinon. Encore que mon premier bouquin soit hautement indispensable. Mais en gros, il faut lire ce qui professe la foi, quoi. Tout simplement. Ce qui professe la foi et qui inculque ce qu'est la France véritable. Voilà. Connaissez-vous les principaux prétendants au trône de France? Il y en a un qui s'appelle Jésus-Christ, qui n'est pas que prétendant d'ailleurs. Hein, lui, il est roi. Ces gens-là ne m'intéressent pas. Ils ne m'intéressent pas. Alors la raison numéro 1, c'est qu'ils sont complètement transparents pour commencer. Et quand on prétend à la royauté en France, il y a un minimum qui est quand même d'être catholique et contre-révolutionnaire. Si c'est pas trop demandé, messieurs les prétendants. Hein. Or, ils ne le sont pas, à ma connaissance. Bon, je vais vous dire des choses. Orléans, Bourbon, poubelle. Poubelle, c'est fini. C'est terminé. Voilà, on tire une croix dessus. Et d'ailleurs, le saccage des tombes royales en 93, on peut potentiellement l'interpréter, j'en sais rien, j'ai pas de boule de cristal, mais on peut potentiellement l'interpréter comme un signe qui dit c'est terminé, c'est fini. Voilà. Ces gens-là ont échoué face à l'histoire, après avoir rendu de grands services, mais on constate. Vous savez, c'est comme un être humain. Hein. Un être humain, il peut être en état de grâce pendant des années, et puis bam, commettre un péché mortel. Voilà. Bon. Donc Bourbon, Orléans, poubelle, c'est terminé, c'est fini. C'est fini. Voilà. Et qui sera le prochain roi s'il y a un roi? C'est celui qui gagnera la guerre. Voilà. Et c'est celui qui va restaurer le Christ roi. Voilà. Sinon, ça ne m'intéresse pas, moi, la monarchie. Sinon, c'est un décorum grotesque où les gens discutent du sexe des anges. J'en ai côtoyé beaucoup, hein, des royalistes. Hein. Donc voilà, moi je les vois pas le dimanche matin, les royalistes. Vous voyez? C'est comme les nationalistes ou les dissidents, je les vois pas le dimanche matin. Bon. Qu'est-ce qu'ils font? Où sont-ils? Devant YouTube, la télévision? Bon. Si on veut être un contre-révolutionnaire conséquent, il faut être en état de grâce. Voilà, c'est comme ça. Donc, Bourbon, Orléans, au revoir. Voilà. Au revoir, non, adieu. Voilà, adieu. Adieu. Donc, il faut prier pour leur conversion à ces braves gens, mais on n'a rien à attendre de ces gens-là. Rien. Estimez-vous que vous faites partie de la dissidence? Non, parce que la dissidence, sociologiquement, idéologiquement, ça correspond à des choses très précises. En gros, la dissidence, aujourd'hui, ce sont deux grandes tendances. Il y a la tendance alter-islamophile, pour l'alter-islamisation de la France, incarnée par Égalité et Réconciliation, et il y a la tendance racialo-débauchée, incarnée par Suavelos. Moi, j'ai rien à voir avec ça. Je suis un Français catholique contre-révolutionnaire à l'ancienne. J'appartiens à ce que j'appelle la nouvelle opinion publique, c'est-à-dire cette opinion publique qui tend
vers la droite, la contre-révolution, les idées nationales, voire contre-révolutionnaires, catholiques tout court, sur Internet. Voilà. C'est tout. La dissidence est une fraction de cette nouvelle opinion publique, mais elle n'est pas toute la nouvelle opinion publique, Dieu merci. Et moi, j'y appartiens pas. Et d'ailleurs, je ne suis pas validé par ces gens-là. Donc, au bout d'un moment, les choses sont claires, et ça ne me dérange pas qu'ils fassent leur vie, tant qu'ils ne viennent pas me mettre des bâtons dans les pattes. Hein. Par contre, quand on me met des bâtons dans les pattes, je fais la guerre nucléaire. Et il n'y a pas de survivants. Hein. Avis aux amateurs. Et les guerres nucléaires, c'est pas des vidéos YouTube à la con. Hein. C'est pas des clashs. Ça fait beaucoup plus mal. Beaucoup plus mal. Adrien Bogier, merci beaucoup. Mais c'est moi qui vous remercie, chers amis. C'est moi. Et puis, à une prochaine fois. Avec grand plaisir pour parler des livres à lire, peut-être. Voilà, tout à fait.